Le score. Le score. Vous devez créer et comprendre que nous aurions un entretien tête-à-tête. 18h30, 20h sur Radio Nova. Sur Radio Nova. Bon, à mon tour maintenant. On a écouté vos classiques, on va écouter les miens. Avec Charline Roux. Bienvenue dans le score sur Nova, au programme de la musique, de la conversation et aujourd'hui des hommes qui se livrent, oui, et ce grâce à une invitée, qui les met en scène, les bouscule, les écoute comme le public captif qui vient voir ce spectacle documenté mais pas documentaire, politique mais pas militant, mais surtout épatant de vitalité et d'espoir un peu aussi, j'avoue, et c'est pourtant une cynique pessimiste qui vous parle. Titre de l'œuvre, La tendresse, soit, je cite, un sentiment d'amitié, d'affection, d'amour qui se manifeste par des paroles, des gestes doux, des attentions délicates. Oui, alors auxquelles je me permets d'ajouter ici de la danse, des battles et des cris. Et La tendresse, c'est conçu et mise en scène par Julie Berès. Bonjour. Bonjour. Et merci de passer par ce studio. Merci de m'inviter. Pour ce spectacle, je le répète, épatant, qui se jouera du 15 au 21 mai au Théâtre de la Cité CDN Toulouse-Occitanie, du 25 avril au 11 mai, puis du 24 mai au 20 juillet au Théâtre des Bouffes parisiens. Je parle de vitalité, j'aurais aussi pu parler d'explosivité, mais pour rester sur l'énergie folle dont on parlera évidemment au cours de cette interview, dans quel état est-ce que vous êtes, vous, à l'issue de chaque représentation ? Je suis aussi, je pense, verticalisée. Il y a quand même quelque chose de vivifiant et surtout qui, je trouve, le fait qu'il y ait de l'humour, en tout cas d'entendre le public rire et de sentir qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'exutoire quand même pour tous, alors que c'est des sujets grinçants, délicats, alors que c'est un spectacle qui est né juste après ce grand mouvement qui est MeToo. Oui, bien sûr. Alors qu'on n'en peut plus d'entendre parler de cette question de genre, de trouver un endroit où on pouvait à la fois être dans l'empathie et à la fois, il y a des propos qui sont insupportables sur ce plateau qu'on a voulu faire entendre d'une misogynie tout à fait ordinaire dont on nous dit qu'elle n'existe plus et de sentir que ça provoque quand même des réactions assez viscérales chez le public et que ça arme peut-être, je l'espère, à la conscience mais aussi à la joie et que ça donne de l'espoir parce que oui, c'est des jeunes hommes qui sont sur le plateau et effectivement on les voit douter, se remettre en question, parfois être affreusement misogynes mais juste après s'effondrer. Donc voilà, cette ambivalence d'émotions qu'on partage avec eux, je crois, et puis la forme très performative qu'on a voulu donner à ce spectacle. Évidemment. Parce que c'est vrai que de voir, je veux dire, c'est comme les principes de comédie musicale ou de battle, il y a quelque chose où nous-mêmes, en fait, on a envie de réaliser notre puissance, de la ressentir et de se mettre à se lever et à danser. Enfin, on ne sort pas moins bien qu'on est rentré, je crois, de la tendresse. Ça pique et c'est galvanisant, le tout en même temps. Il y a une question rituelle dans cette émission. Quelle place prend la musique dans votre vie de tous les jours ? Alors, dans la vie de tous les jours, en fait, comme je suis très obsessionnelle et que j'ai l'impression que ma vie est très différente selon les périodes et ce que je traverse, j'ai l'impression que dans ma vie tout court, ça a été en tout cas l'endroit toujours qui m'a permis de comprendre que même des personnes qui étaient très loin de moi ou que je pensais être très loin de moi ou qui n'avaient pas la même culture, la même langue, parce que j'ai pas grandi en France, j'ai grandi en Afrique. Et du coup, c'était le langage, en fait, qui me permettait très vite de pouvoir partager quelque chose qui était de l'ordre ou de la danse, ou en tout cas de l'émotion. Et même si je ne comprenais pas les paroles, je comprenais quelque chose de cette... Un langage commun. De cette autre monde. Et aujourd'hui encore, j'ai l'impression que c'est ça. Alors, il y a l'endroit exutoire, qui est fondamental pour moi, c'est-à-dire que si vraiment je suis très en colère, je pense que la chose qui va me calmer le plus, ce sera toujours d'aller danser. Donc, il y a cette chose de la libération. Il y a le fait que c'est un langage extraordinaire pour le théâtre, qui peut en fait permettre toute translation, toute transgression, toute polysémie, tout... Voilà, faire un précipité de sens avec le texte et permettre en fait vraiment d'ouvrir un autre langage pour le public. Et il y a aussi, je crois, le fait que c'est toujours cette histoire. C'est vrai que chaque fois que je tombais amoureuse d'un mec, j'écoutais la même musique que lui. Donc, comme je suis tombée amoureuse d'un Iranien, j'écoutais de la musique iranienne. Aujourd'hui, voilà, mon fils, il écoute que de l'électro. Je vais dans des concerts électro et je saute pendant 4 heures avec le bras en l'air et j'adore ça. Et en fait, j'ai l'impression que c'est cet endroit de partage beaucoup pour moi, la musique. Très bien. Comme il va être question, entre autres sujets de virilité, j'ai choisi pour démarrer 50 Cent, P.I.M.P. Le score sur Radio Nova.
50 Cent sur Nova, PIMP est toujours en compagnie de Julie Berès. On parle de La Tendresse, le spectacle actuellement joué. La Tendresse, c'est la deuxième partie d'un diptyque qui avait démarré en 2017 avec le spectacle Désobéir, qui donnait à voir des jeunes femmes issues de la deuxième ou troisième génération d'immigration en France, qui s'inventaient en dehors de toute injonction. Dans La Tendresse, place aux jeunes hommes, l'idée étant de questionner la masculinité et ses clichés. Est-ce que le fil entre les deux spectacles serait d'une part la jeunesse et de l'autre le mensonge ? Oui, alors la question en tout cas du parcours de genre, de comment on se construit et quelles possibilités on a de réinvention. Alors c'est vrai que je suis passionnée par cette question de la jeunesse parce que je trouve que c'est un moment où il peut être encore difficile parfois de conscientiser en fait l'héritage qu'on a reçu, bien sûr. De façon consciente, inconsciente, pernicieuse, l'héritage social, l'héritage religieux, la mythologie familiale, les modèles qu'on nous a transmis, l'attente de la communauté, de notre communauté qui nous dit dans notre famille ou chez nous, être un homme bien, c'est ça, être une femme bien, c'est ça. Donc c'est un moment souvent de rupture ou de désobéissance nécessaire ou de trahison ou de rompre la fidélité pour réussir à devenir plus la femme qu'on veut être ou l'homme qu'on veut être. Donc c'est vraiment un moment je trouve, où il y a une ouverture au monde, on comprend qu'on est aussi citoyen, on comprend que en fait l'éducation qu'on a reçue, elle peut être très loin d'idéologies qui finalement sont fondamentaux pour nous, elle peut nous limiter, nous aliéner. Donc oui, je trouve que c'est souvent ce moment où l'insoumission inconsciente qu'on a quand on est enfant, parce qu'on ne connaît que ce modèle-là, il y a rupture. Et on peut quand on a la capacité de se réinventer, je trouve que c'est des forces, des météorites, un âge souvent très explosif. Il peut y avoir aussi beaucoup de souffrance, bien sûr, ça ne se passe pas que forcément par la joie, mais aussi le sentiment de révolte est souvent très actif. Et puis, ou aussi, on rentre dans la vie active. Donc, c'est aussi comprendre qu'en fait, il y a un déterminisme selon notre genre qui va être différent. Donc, on doit aussi, et on peut aussi découvrir sa paternité, sa maternité. Donc, c'est très souvent, c'était l'âge avant de devenir père ou mère, mais où on pense qu'on va devenir ce père-là, cette mère-là. En fait, on a l'avenir quand même très ouvert. Toutes les possibles sont encore ouvertes. Enfin, ça, on peut le dire à tout âge. Mais il se trouve que c'est vrai que dans la jeunesse... On est un peu grand, mais toujours en chantier. Donc, je trouve que c'est un âge qui donne beaucoup d'espoir. Et ce qui m'intéressait aussi dans la jeunesse, c'est la question des injonctions contradictoires. C'est-à-dire de l'endroit où, en fait, vous parliez, de cette première partie qui est désobéir. C'est le parcours de la construction du féminin dans une société comme la nôtre qui dit ne plus être misogyne, mais qui l'est encore. Même si, bien sûr, les remparts du patriarcat ont pris l'eau, il y a des éléments symboliques, pernicieux qui résistent. Et puis même au niveau, tout simplement, il y a une égalité de droit, mais on sait bien qu'au niveau des salaires, qu'au niveau des places... Oui, il y a encore obtenir, du boulot, Voilà, clairement. Même si on est mieux ici que dans d'autres pays en ce moment, ça c'est très clair, mais c'était de voir que ces jeunes femmes, effectivement, quand vous parliez de points communs qui seraient le mensonge, étaient dans la nécessité à un moment pour pouvoir trouver leur voie, bien sûr. Comprendre la femme qu'elles avaient besoin d'être et non pas celle qu'on attendait qu'elle soit, étaient obligées effectivement de mentir. Mentir au père, mentir à la mère, mentir... à toute la société, faire croire qu'elles faisaient des études alors qu'en fait elles voulaient danser, faire croire qu'en fait elles allaient se marier alors qu'en fait elles étaient absolument dans un non-désir de mariage. Enfin, mentir avant d'oser parfois la rupture, parfois le rejet de la famille, le rejet de la communauté, le mépris, la honte, et d'oser toutes ces étapes pour pouvoir trouver un espace, un moment qui est celui de sa propre puissance, d'être à l'endroit où on a besoin d'être juste pour trouver une expression fondamentale, une liberté fondamentale. On parle des hommes entre eux. Dans un instant, on écoutera aussi Akhenaton et la Funky Family avec Bad Boy de Marseille et tout ça. Ce sera juste après la pub. Le score sur Radio Nova. Nova. Akhenaton et la Funky Family sur Nova avec Bad Boy de Marseille et toujours en compagnie de Julie Berès. On parle du spectacle La Tendresse. Et vous avez une approche très particulière pour l'écriture et la conception des spectacles. Vous faites un travail documentaire immersif. C'est-à-dire que vous avez interrogé tout un tas de jeunes hommes. Comment est-ce que vous procédez pour recueillir la parole ? Alors d'abord, on procède en collège d'auteurs.
Désobéir et La tendresse ont été écrits avec 2 auteurs magnifiques qui sont Alice Zeniter et Kevin Kais, qui est vraiment mon alter ego. Et il y a d'abord une phase qui est immersive pour nous, qui est vraiment pour comprendre de façon très large, en fait, et pouvoir embraser le sujet et puis se défaire de nos a priori ou de pouvoir approfondir, en fait, et comprendre par quel axe on a envie aussi d'attraper ou les axes par lesquels on a envie d'attraper notre sujet. Donc, il y a une phase immersive, mais plutôt sociologique, politique. On va se nourrir de tout ce qu'on peut, podcast, littérature, rencontrer des historiens, rencontrer des sociologues. Là, c'est beaucoup la découverte de Jablonka, des hommes justes, qui a été vraiment la Bible pour ce spectacle La tendresse. Donc, après, il y a certains textes qui s'écrivent en amont de toute rencontre avec des personnes directement concernées par notre thématique. Bon, là pour Désobéir, c'était des femmes issues de l'immigration, 2e, 3e génération, comme vous l'avez dit, mais françaises. Et pour La tendresse, qui était hyper essentiel pour moi depuis le départ, c'était de se dire que je voulais absolument que ce soit des hommes issus de milieux sociaux différents, de cultures différentes, de classes sociales avec des écarts très considérables, de religions différentes ou de traditions, et pour aussi éviter le danger qu'il y aurait une stigmatisation par le regard du public de se dire non mais ça c'est pas c'est les gars de la banlieue ou c'est pour pas tenir à distance. Et puis de se rendre compte que la misogynie, ce qu'il y a de troublant, c'est qu'elle traverse absolument toutes les classes sociales. Vraiment, s'il y a bien quelque chose qui est commun à tous, alors là, et toutes les religions aussi. Alors, je parle surtout des fondamentalistes, parce que il y a quand même un rapport de certains progressistes qui essayent. Voilà, il y a quelques femmes imams, quelques femmes rabbins, mais enfin, c'est quand même très minoritaire encore. Donc c'est quand même un point commun qui est que ça traverse l'idée de la complémentarité, l'idée que la femme doit avoir certaines qualités et que l'homme d'autres, que notamment la virilité serait une qualité supposée pour l'homme, la force ou l'intelligence supérieure ou le fait d'être davantage courageux, enfin, alors le courage n'a rien à voir avec le genre en fait, enfin, et que la femme, voilà, la discrétion, la délicatesse, et c'est peut-être pour ça qu'on les dirige davantage toujours et encore vers des métiers de soins, alors qu'on dirige les hommes vers des métiers où financièrement qui sont beaucoup plus lucratifs et qui sont beaucoup plus... Donc en fait, c'est de se dire que tous ces a priori, ils nous conditionnent de façon... Ils façonnent en fait notre inconscient, c'est-à-dire que la plupart du temps, c'est même des stéréotypes qui sont intégrés par nous et dont on n'a absolument pas, qu'on n'a pas encore analysé et qu'ils colonisent même, je dirais, notre imaginaire. Mais il y a recueillir tous ces éléments-là, le travail de documentation. Mais la question que moi je me posais, c'est il y a recueillir et ensuite écrire la langue. Comment est-ce qu'on aboutit au ton juste, qui est à la fois percutant et intime dans la pièce? Tout se confronte. Ben là, c'est exactement ça. C'est qu'après, le travail qu'on fait avec les auteurs, c'est de travailler donc avec des interprètes qui nous choisissent et qu'on choisit, qui sont prêts à s'embarquer dans ce travail. Casting fantastique, je dois le dire. Ouais, ils sont merveilleux, c'est vrai. On a mis du temps. Ils sont merveilleux aussi parce que je pense qu'ils nous renvoient à des fragilités différentes, à des constructions différentes. Et ils ont des corps aussi très différents. Donc je pense qu'il y a des possibilités émotionnelles d'identification. Et puis c'est des magnifiques danseurs. Il y a quand même 3 danseurs sublimes, des magnifiques acteurs, des danseurs-acteurs. Enfin. Oui, puis de types de danses différentes en plus. De venir frotter, c'est vrai, la danse classique à haut niveau avec le break, avec le popping, etc. Ça crée des frictions qui sont performatives, qui sont hyper intéressantes. Mais c'est travailler avec les interprètes sur des labos. On fait beaucoup de labos, en fait, pour réussir effectivement à trouver des endroits d'aveu, de confidence, des choses les pires ou des choses vraiment qu'ils ont cachées. Ça, c'était pour les hommes, mais pour les femmes aussi, parce que pour les femmes, c'était plus parler de la peur du père, oser parler mal de sa famille, oser dire... et encore, on n'a pas du tout révélé, mais d'endroits d'assignation sociale qui les ont vraiment rabaissés. Et pour les hommes, c'était plus... au début, ils étaient beaucoup sur la défensive parce que j'avais un peu... ils avaient l'impression, ils me disaient, non mais... Tu veux quoi? Je leur demandais par exemple quel rapport ils avaient avec la violence. Donc au début, il y avait beaucoup de résistance. Ils me disaient, moi je suis pas violent, je connais pas la violence. Je disais, ok, personne n'est violent. On n'est pas violent. Et en général, je rentre dans les débats en parlant moi, par exemple, de ma propre violence, en expliquant que... Alors, la règle du jeu est claire entre nous, c'est qu'on peut inventer.
c'est pas forcément des aveux biographiques. Comme ils sont acteurs, comme ils sont interprètes, ils peuvent aussi inventer leurs histoires. Chacun fait ce qu'il veut avec son rapport biographique. La mise à nu, il faut juste que j'y croie et que le public puisse y croire après. Bon, il se trouve qu'après, on se connaît très bien, donc finalement, on arrive toujours à savoir ce qui appartient réellement. Mais c'est de trouver des endroits, en fait, qui permettent à la parole de se libérer. Je vous donnais l'exemple de la violence. La violence, on n'arrivait pas à y aller. Ils ne pouvaient pas parler. C'était comme... Et au bout d'un moment, je leur ai dit, est-ce qu'on peut, vous pouvez incarner des rôles de cinéma que vous adorez. Justement, si ça vous ennuie pas. On va faire une petite pause musicale parce que la question de la violence m'intéresse et j'adore le traitement que vous en faites dans la pièce. On fait une petite pause pour écouter Les Cures et Boys Don't Cry. Ça me semblait vraiment être de circonstance et on revient juste après. Le score sur Nova, sur Radio Nova. Avec Charline Roux. The Cure sur Nova, Boys Don't Cry, un titre choisi à l'occasion de la venue de Julie Berès qui met en scène la tendresse. Bon voilà, les garçons pleurent pas, ça fait partie des choses dont il est question dans le spectacle. Puisqu'on le disait, la pièce interroge le masculin à travers la famille, l'amour, l'amitié, le corps, la sphère professionnelle et la violence. C'est ce dont on parlait juste avant cette pause musicale. Une violence dont on se rend compte, en tout cas dans les esprits, qu'elle est toujours sublimée. Ce qui est quand même très étrange en 2025. Alors je sais pas si elle est toujours sublimée. Elle est envisagée comme ça, en tout cas, dans le... Eh ben, en tout cas, elle est souvent... Il y a une injonction contradictoire qui est très présente tout le temps, pratiquement, quelle que soit la sphère, là, je dirais. C'est-à-dire que, oui... les mères, les mamans, alors je dis ça et je me mets dedans parce que je suis maman. Est-ce que des phrases comme mon petit garçon il se laisse pas faire, mon petit garçon il sait se défendre, alors vous l'auriez vu comment il a répondu. Aussi des femmes qu'on peut entendre dire moi mon mec dès que si on me regarde alors là direct il réagit, qui sont un peu fiers en fait de la réactivité de leur bonhomme. À l'école on l'entend encore. T'es un petit garçon, pleure pas ou je sais que là il s'est fracassé avec des copains, je suis allée en parler à la maîtresse, elle m'a dit mais bon c'est des garçons. Alors ça aurait été une fille, je pense qu'on m'aurait appelé, on m'aurait dit elle est hyper violente, il y a un problème. Donc on sent qu'il y a quelque chose de... Avant de parler de valorisation, on peut parler de banalisation, c'est-à-dire d'autorisation. Après, je pense que la chose aussi vraiment intéressante, c'est l'injonction contradictoire, c'est qu'à la fois on leur dit faut pas se battre et en même temps faut savoir se battre. Et parce que sinon tu vas te retrouver le bouc émissaire possiblement, tu vas être celui qui est humilié à l'école, celui dont on se moque dans les vestiaires, celui qui aura le moins de muscles, celui peut-être que les filles regarderont moins parce que veulent les femmes? Est-ce qu'elles veulent des hommes musclés? Pourquoi les hommes se musclent autant? Est-ce que c'est pour eux-mêmes ou pour le regard des femmes? Bon, je pense que c'est aussi beaucoup pour être adoubé entre mecs. Ça toujours, ils sont beaucoup plus... Bien sûr. indépendants de nous sur le fait qu'ils s'autorisent et puis que c'est entre eux dans leur propre genre qui se donnent une validation ou une disqualification. On en parlera après des masculinités qui sont méprisées. Ce qui est rigolo aussi là-dedans dans la question de la violence, c'est que les modèles, y compris de fiction, sont encore des modèles presque des années 80-90 quoi. On parce est que encore ça, sur du... ça a évolué quand même. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que quand vous me demandiez comment on a écrit par exemple la violence, pour qu'ils arrivent à en parler, on leur a demandé d'incarner des rôles de cinéma. Et en fait, là, sont arrivés tous les De Niro, les Al Pacino, c'est les armes, les bombes, les épées, les Rambo. Rambo. Enfin voilà. Et on aurait pu en avoir plein d'autres parce que, en plus, Romain est hyper doué là-dedans, donc il les connaît tous. Il aurait pu tous les incarner. Et c'était de se dire, en fait, on a montré à des générations et des générations d'hommes, d'autres hommes, en fait, qui sont les héros et qui sont sublimés totalement dans leur haine, leur rage, leur folie de vengeance, et qui doivent sauver la patrie, la maison, les femmes, mais qui sont aussi juste sublimés dans leur folie et dans leur réactivité, en fait, totalement pulsionnelle. Donc oui, il y a quand même aussi effectivement des modèles culturels dans la littérature aussi. On en a beaucoup qui sont. Il y a peu de anti-héros masculins. Ça a évolué. Mais je veux dire des Bourvil, des gens. Je parle pas obligé parce que Bourvil, la tendresse. Mais des hommes qui ne dégagent que fragilité, sensibilité, etc. n'avaient pas les premiers rôles forcément. Et les anti-héros, en fait, oui, il y a une sublimation de la violence. Et après, c'est aussi au niveau étatique qu'il faut en parler. C'est-à-dire que
pourquoi les prisons françaises aujourd'hui sont remplies à 97% d'hommes et 3% de femmes. C'est bien que la violence est beaucoup plus autorisée, qu'on arrête de nous dire c'est juste qu'elle est tolérée, autorisée, et voir effectivement ce que vous disiez tout à l'heure, valorisée. Les parloirs des hommes dans les prisons sont hyper remplis. Les mères continuent à venir, les sœurs, les femmes, les enfants, et un homme, quel que soit, enfin peut-être pas un très haut niveau de criminalité, mais de la petite criminalité, on ne lui enlève pas son statut de père. La mère lui dira, ton père c'est un mec bien, tu le respectes, t'écoutes ton père, et la mère continuera à aimer son fils et dire, mon fils c'est un homme formidable. Les parloirs des femmes sont déserts. Donc il y a quelque chose... Oui, de la prise de risque aussi. Pourquoi il y a la mortalité chez les hommes est 2 fois plus élevée que chez les femmes, hein. Et le taux de suicide est 3 fois plus élevé. Et il est 2 fois plus élevé, pourquoi ? Parce qu'il y a la prise de risque, tenir l'alcool, conduire vite, faire de la moto. Mais tout ça, c'est aussi pour se prouver des endroits de virilité, des endroits de reproduire un modèle de masculinité dominante. Ben justement, on va parler de masculinité, alors je ne veux pas dire plus douce, parce que ce serait vraiment pour le coup contre-productif, mais d'autres formes de masculinité explorées dans le spectacle. On le fera juste après Disclosure, remixé par Flume. On écoute You and Me. Le score sur Radio Nova. Disclosure sur Nova, You and Me, et toujours en compagnie de Julie Berès pour parler de La Tendresse au Théâtre des Bouffes Parisiens du 25 avril au 11 mai, puis du 24 mai au 20 juillet. Alors on parlait de violence, d'une masculinité que je qualifierais d'assez toxique, mais il est aussi question dans le spectacle d'hommes dont la masculinité est disqualifiée, voire jugée illégitime. Comment est-ce qu'on met en scène ça ? Ce qui est intéressant, c'est que la masculinité, déjà, c'est le fait de effectivement penser son masculin et le mettre en scène. Ouais. Donc, j'aime bien que vous fassiez, vous posiez cette question. Ça nous paraissait essentiel de ne pas questionner que la masculinité dans son rapport de domination avec l'autre genre qui serait le féminin, où là, dans certains pays, on peut parler d'hégémonie, de suprématie, d'apartheid de genre, même actuellement en Iran, en Afghanistan. Mais pour ce qui est de la France, c'était de se poser la question, en tout cas, ou plus généralement de pays où il y a une démocratie, de la violence des hommes entre eux. Oui. Moi, je crois que c'est un des grands sujets qui nous a vraiment passionnés dans La Tendresse, parce que je trouve qu'on en parle assez peu, parce que les hommes aujourd'hui, et c'est bien normal après MeToo, qui était un mouvement mondial, le premier, absolument nécessaire, oui, la parole s'est libérée. Donc, effectivement, les hommes ne savent plus forcément très bien à des moments ce qu'ils peuvent s'autoriser, alors qu'il y a énormément d'hommes qui soutiennent les luttes féministe. Oui, tout de même, il faut le dire aussi. Mais là, c'était parler de comment ce modèle de masculinité dominante vient, bafouer, humilier, mépriser, stigmatiser d'autres masculinités, que ce soit l'homosexualité, que ce soit certaines personnes racisées. Alors, on peut parler des Noirs américains, je veux dire, qui étaient considérés comme barbares et bestiaux, alors qu'ils étaient américains. Et d'autres minorités pour des questions de racisation, de couleur de peau, presque uniquement. Il y a aussi l'intello, qui est encore une caste d'hommes qui peut être... Alors, surtout dans la jeunesse, méprisé, ou celui qui ne participe pas aux jeux violents, celui qui ne participe pas aux jeux de groupe, celui qui n'est pas miso avec les femmes, celui qui va très vite pouvoir être considéré comme, pas un vrai homme. Aussi on pourrait parler par rapport à la religion juive, ou en tout cas avant la création d'Israël, où les Juifs, c'est vrai, étaient moins dans ce modèle de force de l'homme qui doit être fort, mais de l'homme qui soit savoir discuter, plus féminin et intellectuel surtout. Mais dans tous les cas, il y a de la stigmatisation et il y a du mépris et de la... Comment on le met en scène alors là, concrètement, moi j'avais été très marquée par... Milo Rao avait fait un spectacle dessus sur ce jeune homosexuel qui s'était fait tabasser en sortant de boîte de nuit en Belgique, je crois par 3 mecs bourrés hétéros, et on avait retrouvé le corps nu, mort, au bord de l'autoroute. Mais dans la gratuité la plus totale, c'est-à-dire que il y avait quelque chose, et puis on voit bien qu'aujourd'hui, c'est quand même assez effrayant, hein, ça se renforce, l'homophobie, c'est pas du tout quelque chose qui serait en train de s'apaiser. Alors pour plusieurs raisons, il y a les fondamentalismes religieux, les bastions d'intolérance sur la question de l'homosexualité, malheureusement, sont communes à pratiquement
toutes les religions, et dès que donc il y a de l'extrémisme ou des fondamentalismes, ça se renforce, ça s'exacerbe, et ça on sent bien cette tension qui est très présente en France. Je veux dire, il y a un moment après les dernières élections législatives, pas mal d'homosexuels étaient prévenus du fait qu'ils ne devaient pas répondre à des rendez-vous parce qu'en fait c'était des faux rendez-vous. Ils se faisaient tabasser. Donc on sent bien que cette disqualification, elle est vraiment présente tout le temps, presque comme si, en fait, le masculin passait par des rites d'endurcissement. Alors, pas comme en Angleterre, où on jetait les bébés dans la neige pour voir s'ils étaient résistants quand ils étaient petits, les hommes, si c'était des futurs bons soldats. Mais quand même quelque chose de... Par exemple, le battle, si on a pris la forme battle, c'était aussi pour parler de ça, pour parler de... Alors, c'est pas le combat de cap et d'épée, mais c'est quand même sur la place publique, et c'est quand même, il y a un fort, il y a un gagnant, il y a un perdant, et on sait que c'est des milieux, la danse urbaine, la musique urbaine, qui sont pas moins misogynes. Diam, ça su nous le dire, et toutes les rappeuses, même si ça aussi, ça évolue, c'est quand même au départ des territoires qui sont extrêmement masculins. Et donc, c'est vraiment aussi parler de cet endurcissement et ces rituels d'endurcissement qui ont, avec des codes différents, selon les âges, selon les classes sociales. On sait aussi que des gamins homosexuels se suicident parce qu'ils se sont fait choper en photo quand ils s'embrassaient en banlieue. Dernièrement, il y en a eu un il n'y a pas longtemps qui s'est suicidé parce que sa vie était finie pour lui. C'est-à-dire que... Donc je pense que il y a quelque chose qui n'est pas fini pour les hommes de cette violence dans la tribu des hommes entre eux, et que j'ai la sensation aussi que c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée, parce que j'ai la sensation que les femmes, on est extrêmement violentes entre nous aussi. Hein. En tout cas, une pute reste une femme, une grosse reste une femme, et une femme lesbienne reste une femme. J'ai la sensation qu'on n'enlève pas le statut de femme aux femmes. Alors que les hommes, vraiment, c'est comme s'ils pouvaient perdre la qualité presque d'être un homme. Ouais. Et nous, on l'a mis en scène en pensant beaucoup à ce jeune garçon qui avait été assassiné. On marque une courte pause, on revient dans un instant. Le score sur Nova. Charline Roux. Nova. Toujours en compagnie de Julie Berès, on parle du spectacle La Tendresse. D'ailleurs, on dit quoi? On dit spectacle? Parce que c'est tellement... Ça joue sur tellement de disciplines. Moi, j'adorais qu'on dise performance, La Tendresse. Il y a quelque chose, oui, mais ça emprunte à tellement de genres, que ce soit dans la mise en scène, que dans le verbe, que dans le propos. Oui, parce que ça, c'est par rapport à ce que vous questionnez tout à l'heure sur l'écriture, c'est-à-dire tout le travail qu'on fait avec les auteurs, c'est aussi, et je dois énormément à ces auteurs qui sont les auteurs de la pièce, Alice Zinter, Kevin Keiss, Lisa Guez et moi-même, c'est de disparaître. C'est-à-dire qu'on donne la sensation au public qu'il est face à une oralité, que ce serait presque de la parole spontanée, que ce serait pas écrit, que ce serait des aveux, que les personnes ne seraient plus seraient plus des personnages, mais des personnes. C'est-à-dire qu'on joue vraiment sur un trouble total entre ce qui appartient à la réalité d'un parcours, un parcours de réalité, la fiction, le réel, le biographique. Oui, une adresse très directe au public. Ouais, sans aucun filtre. À la fois intime et très direct. Voilà. Donc on a presque l'impression, de participer comme si c'était un ami ou quelqu'un qui nous connaissait très bien, qui serait en train de nous livrer son effondrement, la pire de sa culpabilité, ce qu'il a fait de terrible, enfin ce qu'il ne peut pas assumer, ou le fait de craquer, de dire j'ai envie de pleurer mais j'y arrive pas, enfin. Parce que c'est difficile pour les hommes encore de pleurer. Entre eux, ils se confient peu, ils n'ont pas beaucoup d'espace pour se confier. Oui. C'est encore très peu autorisé, quoi. On a parlé des sujets un peu lourds, mais il faut aussi dire que cette performance, puisque disons-le, est très très drôle. Il y a une soupape d'humour par endroits qui est quand même très jouissive aussi dans le ton du spectacle. C'est-à-dire que comme je me disais, moi j'ai fait ce spectacle d'abord parce que je pense que en tant que femme, j'ai envie d'appeler tous les hommes à prendre position, à se conscientiser sur le fait qu'ils peuvent choisir l'homme qu'ils vont devenir, et qu'en fait il y a des modèles à réinventer. Et que si ça marche pour Simone de Beauvoir et les femmes, il n'y a pas de raison que ça marche pas pour les hommes. Et que bien sûr il y a quelque chose qui est d'abord lié au fait que c'est d'abord en tant que femme que forcément, je me suis beaucoup interrogée sur pourquoi aussi souvent dans ma vie le masculin a pu avoir de l'emprise sur moi, pourquoi j'ai autorisé des espaces de soumission que je pensais impossibles, et que plein de gens, je pense, se disent Berès, elle n'est pas allée dans des espaces de soumission. Mais bien sûr que si, dans mon intimité, j'y suis allée plein de fois et j'ai mis du temps même à m'en sortir,
Donc, c'est des espaces de résistance qui sont longs à acquérir. Et donc, c'était armé à la conscience, mais aussi beaucoup, on se disait tout le temps, ne pas faire du militantisme, ne pas asséner qu'une pensée qui serait la méta-pensée, celle des auteurs de la pièce, mais à l'endroit, en fait, où pour tout le monde, ça fait exutoire. Ouais. Et que moi, ce que j'adore, c'est quand je vois des couples arriver. Alors, très souvent, c'est d'abord la nana qui se marre. Je le vois, hein. Et puis, il y a un moment où le mec, il lâche quand il sent d'abord que, en fait, sa compagne y est allée. Donc, et puis, en fait, c'était aussi cette scène de la drague, parce que c'est un grand sujet, la drague. Ouais, bien sûr. Parce que MeToo a été vachement réduit à ça, d'ailleurs, à la question du consentement. Mais MeToo, c'était beaucoup plus large que ça. Je veux dire, quand c'est né, c'était aussi lié à des rapports de harcèlement au travail, des questions sociales, des questions de violence. De domination, oui, bien sûr. Ouais, de violences menées par l'État et par les gouvernements aussi. Donc, c'était vraiment parce que juste la police et la justice sont trop lentes. Donc, c'était vraiment beaucoup plus large. Mais c'est vrai que quand on pense MeToo, on pense très vite cette question du consentement. Oui, bien sûr. Ouais, puis cette question de la sexualité, de l'endroit de l'intimité, l'endroit du désir. Et c'est un endroit qui est tellement paradoxal, c'est tellement drôle en fait. C'est-à-dire que moi j'ai entendu ces mecs me dire tout le temps, ces jeunes mecs, qu'ils ont envie de femmes qui soient autonomes, indépendantes, passionnées, libres. Bon, en même temps, juste après, mais si elle gagne plus d'argent que moi, je sais pas si je me sens pas un peu dévirilisée. Mais même des mecs hyper, brillants, qui se remettaient en question, ils me disaient, je sais que c'est nul, mais quand même, quand ma meuf, elle me dit, mais t'inquiète, moi je le paye ce week-end, on part, je t'invite au resto et tout. Waouh, au moment où c'est elle qui sort la carte bancaire et tout, il y a toujours un truc où ça tremble en moi. Je me dis, mais en fait, je suis un raté, en fait, j'ai loupé ma vie, en fait, je porte pas mes couilles, en fait. Donc, beaucoup cet endroit du pouvoir. Ouais. Parce qu'il est difficile quand même de séparer la question de l'argent avec le pouvoir, quoi. Et d'être le porteur de famille, même s'il n'y a pas encore de famille, mais dans l'idée de celui qui va... parce que, je veux dire, c'est très récent quand même. Moi, je viens d'une génération, où toute la génération de mes mères et de mes grands-mères, mais c'était toujours quand même ce schéma très traditionnel. C'était toujours l'homme qui gagnait un peu plus, si la femme travaillait. La femme qui se consacrait plus à la sphère familiale, qui s'occupait plus des enfants, si le mec s'en occupait un tout petit peu. Enfin, je veux dire, ça a évolué très, très rapidement. Mais il y a quand même... On ne peut pas effacer des siècles d'histoire. Donc, c'était tous ces endroits... L'humour, il vient de là, de paradoxes, de contradictions et de comment, en fait, ces mecs, ils nous bouleversent alors qu'ils nous expliquent qu'ils sont des charros et qu'en fait, ils nous expliquent leur technique de drague et qu'ils nous expliquent que les meufs veulent, en fait, des mecs qui les draguent. Et puis, tous ces paradoxes de un mec puceau, c'est la honte, une femme vierge... C'est fantastique. C'est fantastique. Pourquoi ? Parce qu'on est le premier à planter son drapeau. On m'a quand même répondu ça. Et ça, si c'est pas un lexique guerrier... Bon, pour rassembler tout le monde, quand même, dernier titre choisi par mes soins, Prince, Girls and Boys. Le score sur Nova, sur Radio Nova. I think I'm going to fall. Oh, fucking hell. Prince sur Nova, Girls and Boys, et toujours en compagnie de Julie Berès. On a parlé de démasculinité, on a parlé aussi d'une certaine forme de féminité. Mais maintenant, voilà un tout autre genre d'épreuve. C'est un questionnaire musical basé sur vos souvenirs. L'idée, c'est de répondre du tac au tac. Et moi, j'ai pas le droit de vous demander j'ai pas le droit de commenter vos réponses. Est-ce que vous êtes prête ? Ouais. J'ai l'impression que ce oui signifie non. Pourtant, dans Désobéir, on apprend à dire non. Est-ce que vous êtes prêts ? Vous avez le droit de me dire non, mais je vais me lancer quand même. Ouais, c'est ça. Allez. Il va pas être entendu, mon nom. Quel est le titre qui symbolise le mieux l'enfance, ou en tout cas la vôtre ? Certainement parce que mon frère me manque, mais c'est, je crois, Renaud, Hexagone. Très bien. Le titre qui symbolise le mieux la France socialiste, que ma mère nous faisait écouter en boucle, parce qu'on a cru qu'il allait vraiment y avoir un gros changement. Il y a un petit héros quand même au niveau... D'accord, très bien. Le titre qui symbolise le mieux votre adolescence. Ah ouais, alors l'adolescence, ça, c'est vraiment la joue. C'est la transgression, la porte fermée, on écoute de la musique des heures, donc c'est compliqué, mais je dirais Berrurier Noir. Ouais. Porcherie, quand même. Okay. Je dirais Bob Marley, bien sûr. Ouais. Presque tout de Bob Marley, mais No Woman No Cry, Get Up, Stand Up, Everything It'll Be Alright. Enfin oui, Bob Marley, Sting, David Bowie. Enfin bon, adolescence quoi. Parfait. Votre hit de karaoké? Nina Simone, I Got the Life. I Got Life? Ouais, je dirais. Mais même si je peux pas la faire bien, mais vraiment. C'est bien parce qu'en plus je suis en train de les noter. Je pense qu'on va les mettre dans votre playlist de fin d'émission. Ok, d'accord. Le titre qu'on serait peut-être surpris de trouver dans vos playlists? Alors ça, je crois, Didier Super.
Ouais. Marre des pauvres. Très bien. Didier Super, qui, si je ne m'abuse, fera Passe partie des bientôt en invités concert. de la, Ah ouais. fera partie des invités de la Moi, je vais dernière le voir ce en dimanche. concert samedi, là. Bah, très bien. Le titre qui vous propulse immédiatement sur la piste de danse. Alors, ça, beaucoup de choses. Bah, alors, ça peut être de l'électro en ce moment parce que, je disais Merzeg, Vitalik, Monsieur Oiseau, mais de la musique cubaine, ça direct. Ouais, beaucoup de choses qui me propulsent sur la piste de danse. Non, et Cuba, forcément. De la musique afro aussi. C'est bien, déjà, ça fait un bon panel. Ouais. Et le titre qui vous fait sortir de la piste de danse? Mais moi, je n'ai pas l'impression que c'est un titre qui me fait sortir de la piste. J'ai l'impression que c'est mon énergie. Ouais. Ah, c'est l'énergie. Ou un mec. Peut-être. Très bien, c'est une bonne réponse, ça me va. Votre chanson de comédie musicale préférée? Alors là, en plus, je dirais qu'il m'a vraiment beaucoup réinspiré pour la tendresse, West Side Story, parce que voilà, c'est le début du battle, de la lutte par la danse. Et puis c'est quand même hyper politique, quoi, cette communauté portoricaine qui fait la lutte avec les blancs new-yorkais. Ouais, West Side Story, je dirais. Et la chanson dont vous avez un mal de chien à vous débarrasser une fois que vous l'avez en tête? Vous savez, les petites ritournelles là, qu'on se prend à chanter tout seul en disant, mais pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que je suis parasité par ça? Alors, pendant la tendresse, c'était la tendresse de Bourvil, mais parce que j'adore cet homme. Mais en fait, je peux même pas vous les dire parce que c'est des chansons. Mon fils fait de l'opéra. Et donc, c'est les chansons que j'entends et qui peuvent me rester toute la journée. Donc là, il a passé un concours. Donc, j'avais ces chansons en tête. Mais je sais pas. Difficile de dire une chanson comme ça. Ouais, c'est pas mal, moi, d'avoir de l'opéra en boucle dans la tête. Ouais, c'est chouette. Bon, c'est parfait, formalité largement remplie, Julie Berès, merci beaucoup. Je rappelle que La Tendresse, c'est du 15 au 21 mai au Théâtre de la Cité CDN Toulouse-Occitanie, du 25 avril au 11 mai, puis du 24 mai au 20 juillet au Théâtre des Bouffes parisiens. Et je précise aussi que Désobéir sera joué du 24 au 28 juin au Théâtre de la Concorde à Paris. Merci mille fois d'être passé par ce studio. Merci à vous. Et là, pour la playlist de fin, je propose qu'on commence par Bob Marley. No Woman, No Cry, puisque vous l'avez cité dans votre questionnaire de fin. Ça vous va? Ouais, super. Allez, c'est parti. Le score sur Radio Nova. À retrouver en podcast sur nova.fr.